donc la géopolitique de l'énergie avec toute votre expertise internationale. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Cheikh Lil. Tout d'abord, Aïdkoum Mabrouk. Inch'Allah, kol aam wa antum hayyin bkhir. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Je voudrais tout d'abord féliciter Si Mostafa Machat, wa Rabbi yahfadhu, Inch'Allah, dima bis-saha, ou aussi Khalil Lajimi et toute l'équipe d'Univer News d'avoir organisé cet événement qui est extrêmement important aujourd'hui. Donc, je vais parler de la géopolitique de l'énergie et les implications FITONS. Si on regarde, nous sommes en 2025, et en 2025, si on fait un zoom en arrière à 2015, comme ça a été fait par les brillants présentateurs qu'on a eus auparavant, il y a 10 ans, il y a eu 2 événements mondiaux qui se sont passés dans le secteur de l'énergie. Le premier, c'est la conférence sur le climat de Paris, donc la COP21. Et le second, c'était la réunion aux Nations Unies sur les objectifs de développement durable. Et donc, c'était donc à New York il y a 10 ans. En Tunisie, en 2015, donc, on avait fait un grand débat national sur l'énergie où on avait impliqué tous les différents partenaires, les différents intervenants. On avait créé une équipe de travail qui avait été dans tous les gouvernorats de Tunisie. On avait discuté avec des représentants de la communauté disons, industrielle, la communauté sociale, etc., pour essayer de définir une vision pour la Tunisie, pour le secteur énergétique. Donc, c'était une approche complètement associative des différents composants de la société. Donc, 2015, c'est ce qu'on avait fait. Par la suite, la même année, il y a eu la première législation en Tunisie sur les énergies renouvelables, et donc pour pouvoir ouvrir le secteur des énergies renouvelables aux investissements. Donc, c'était il y a 10 ans. Donc, nous sommes en 2025. Je vais d'abord parler du contexte mondial. Et si on veut parler de politique énergétique, il faut considérer que l'énergie dépend de 4 facteurs. Quels sont les 4 facteurs? Le premier, c'est l'économie et la finance. C'est le premier gros facteur, puisque l'économie va engendrer une augmentation de PIB et donc une augmentation de consommation d'énergie. La finance, puisqu'il faut de la finance pour financer des nouveaux investissements dans l'énergie. Donc, c'est le premier pôle. Le second, c'est la partie géopolitique. Donc, ce qu'on a vu depuis les dernières années, c'est le rôle de plus en plus important de la géopolitique, la crise en Ukraine, etc. Le troisième facteur, depuis encore 2015, c'est les politiques sur le climat, et donc les considérations d'un futur durable où on limite les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est le troisième vecteur. Et le quatrième vecteur pour le secteur énergétique, c'est la technologie, les développements technologiques. Et donc, ça, c'est en fait le système classique pour considérer l'investissement dans l'énergie. Depuis le 2 avril 2025, nous avons un autre facteur qui s'ajoute, qui est le commerce international. Et on a vu l'excellent film qui a été montré et qui va avoir des implications extrêmement importantes pour le secteur, pour le commerce mondial, mais aussi pour le secteur énergétique. Donc ça, c'est les considérations. Maintenant, sans essayer de justifier la position du président américain, il faut regarder l'évolution du commerce américain au cours des dernières années. Le commerce américain, en 2024, était dans une situation catastrophique au point de vue dépendance de l'extérieur. C'était à peu près 70 milliards de déficit par mois sur
le commerce extérieur, 70 milliards. Donc les États-Unis tournaient à peu près à 800 milliards par an. À la fin 2024, le déficit des États-Unis était à 130 milliards. 130 milliards par mois. C'est-à-dire que sur 2024, pratiquement, on était au-dessus du trillion de dollars. Donc, l'économie américaine, avec ce déficit et l'augmentation de la dette des États-Unis, était dans une situation qui ne pouvait pas continuer, perdurer. Et donc, on peut questionner la méthode, mais je pense que les États-Unis devaient faire quelque chose. Je pense que l'histoire dira si la méthode marchait. Aujourd'hui, on parle de l'effet TACO. Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot-là. T-A-C-O, Trump always chickens out. C'est-à-dire que Trump recule toujours. En fait, après une avancée spectaculaire, il recule toujours pour retarder les... Mais bon, donc ça, c'est la première chose. On regarde maintenant l'effet sur le monde. Et je crois que c'est M. Lévesque qui parlait en fait de la dépendance du Canada sur les exportations aux États-Unis. On regarde dans le monde le pays qui va être le plus impacté dans cette guerre commerciale, c'est en fait le Mexique, puisque 30 et quelques % du PIB du Mexique dépend des exportations. Et sur ces 35 %, il y a à peu près 75 % qui dépendent du commerce avec les États-Unis. Le Canada, je crois que c'est 25 % du PIB et 70 % dépendent du commerce avec les États-Unis. Donc, ce sont les deux pays qui vont être le plus impactés. Après, on a la Corée. La Chine est assez loin derrière, en fait, parce qu'elle dépend beaucoup moins des exportations pour les États-Unis et donc elle a beaucoup plus de possibilités de résister à la pression du président américain. Et les États-Unis, en fait, si on regarde leur dépendance du PIB par rapport au commerce extérieur, c'est 5-6 %. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, ils devaient se dire, on ne va pas être tellement impliqués, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ça, c'est au niveau de la géopolitique américaine. Donc, ce qu'on a vu, c'est que ça a été mentionné auparavant, c'est que cette guerre commerciale est en train d'affecter toute l'économie mondiale. Les derniers rapports, il y a eu celui du FMI qui a été mentionné auparavant, c'est du mois d'avril, mais il y a eu de nouveaux chiffres de l'OCDE de fin mai qui montrent l'étendue des dégâts, surtout pour les États-Unis et beaucoup moins en fait sur la Chine. Donc, le plus impacté, c'est en fait celui qui a commencé cette guerre. Maintenant, on va regarder ce qui se passe. Autre part, les États-Unis, président Trump, est en train de reculer sur tous les engagements sur la politique énergétique durable que ses prédécesseurs avaient suivi. Et donc ça, c'est un gros problème, puisque en fait, les États-Unis étaient, avec la Chine, un des moteurs du mouvement vers des énergies plus durables. Et donc, si les États-Unis se retirent, il y a un gros problème. Comme ils disent, Houston, we have a problem. Et donc là, c'est un problème. On regarde maintenant les perspectives énergétiques à plus long terme. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'on a parlé de 2030. Pour l'énergie, 2030, c'est déjà aujourd'hui. Dans le secteur énergétique, on regarde surtout à 2050-2060. Pourquoi? Parce qu'un investissement qu'on fait dans l'énergie aujourd'hui va impacter le futur dans les 30, 40, 50 prochaines années. La centrale de Rades existe depuis plus de 40 ans. Et donc, ce sont des investissements à très long terme. Et donc, il faut pouvoir faire des scénarios à long terme. Et donc, quand j'étais à l'Agence internationale d'énergie, je m'occupais des scénarios à long terme avec une équipe de spécialistes. Et donc, on avait développé une série de scénarios. Le premier scénario, c'était en fait
le scénario de référence, ce qu'on appelle en anglais business as usual. C'est avec les politiques actuelles, où est-ce que va le monde au point de vue énergétique. Donc, c'est le scénario de référence. Il y a un deuxième scénario qui est le scénario des ce qu'on appelle les pledges, c'est-à-dire les promesses des pays au point de vue décarbonisation. D'accord ? Donc, c'est un scénario qui est plus vert. Et le troisième, c'était le scénario qu'on appelle à net zero emission, donc avec émissions nettes à zéro. Donc ça, c'est le troisième qui est beaucoup, beaucoup plus optimiste, c'est-à-dire qu'en fait, bon, on va continuer à émettre, mais ce qui est émis va être en fait pouvoir être enfoui sous le sol, etc. Donc 3 scénarios. Et donc, on a toujours pensé qu'il était possible d'aller à un scénario à émission nette zéro. Donc c'était possible si, au point de vue technologique, au point de vue investissement, etc. L'Europe, qui est notre principal partenaire, avait fait ce qu'on appelle le Green Deal, c'est-à-dire une politique d'investissement dans les énergies vertes. Et donc, ils avaient contacté tous les pays de la région pour pouvoir voir les possibilités d'exporter des énergies renouvelables, d'exporter de l'hydrogène vert. Et donc, ça avait été la discussion sur la base de ce Green Deal. Mais ce que les gens ne disent pas, c'est que décarboniser le monde coûte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, dans le monde, 1/3 des émissions viennent des pays développés. 2/3 des émissions viennent des pays qui sont en cours de développement, incluant la Chine, 2/3. Si on fait le calcul, il faut à peu près un prix du carbone de $200 la tonne. $200 la tonne. Aujourd'hui, il y a très peu de pays qui ont une taxation carbone. $200 la tonne. Et si je fais le calcul, pour les pays développés, ça veut dire 2,5 trillions par an. 2,5 trillions par an. 2500 milliards de dollars. Pour les pays en voie de développement, c'est 5000 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez que les pays en voie de développement vont dépenser 5000 milliards de dollars pour la décarbonisation du secteur énergétique? Je ne pense pas. Surtout qu'ils ne sont pas responsables. Les émissions, en fait, elles sont là parce qu'au cours du dernier siècle, c'était d'autres pays qui les avaient émises. Donc pourquoi vous voulez qu'ils payent 2 fois plus que les autres? Et donc, dans la COP 21, il y avait ce qu'on appelle l'article 6 de la conférence qui disait qu'il va y avoir une aide des pays développés vers les pays en développement, une aide, et qui avait été chiffrée à l'époque à 100 milliards de dollars. On n'a pas encore atteint, 10 ans après, les 100 milliards de dollars, malgré le Green Fund, etc. Mais par contre, 100 milliards, c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins des pays qui sont de 5 trillions de dollars. Donc pour moi, la transition énergétique, 2050 n'est pas du tout réaliste. Je pense qu'on parle de 2070. Donc, ça veut dire qu'en fait, même l'Agence de l'énergie qui avait dit en 2021 il faut arrêter d'investir dans les énergies fossiles, en 2025, ils disent non, attendez, la sécurité énergétique est beaucoup plus importante et il faut continuer à investir dans les énergies fossiles. Donc, on voit un retour vers les énergies fossiles en même temps que le développement des énergies renouvelables et des énergies vertes. Donc ça, c'est le contexte mondial. Donc je pense que personnellement que les pays qui sont en voie de développement, menés par la Chine, vont essayer de faire le plus possible pour développer des énergies renouvelables, mais ce ne sera pas pour compenser ce qui se passe dans les autres pays. Donc ça, c'est au niveau mondial. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en Tunisie.
en Tunisie, il y a deux constantes depuis des années, depuis 2010. C'est que, un, la production des ressources fossiles, gaz, pétrole, est en train de baisser, d'accord, par manque d'investissement. Ça a dû être l'impact d'un certain nombre de facteurs. Il y a eu des campagnes de dénigrement contre les secteurs pétroliers, la campagne de Win All Petrol, etc., mais qui a fait fuir les investisseurs dans ce secteur qui était stratégique. Et aujourd'hui, en 2025, on paye le prix de ce manque d'investissement. Il y avait un certain populisme, il y avait un certain machiavélisme de certains pour arriver à ce résultat. Donc ça, c'est la première constante. Notre production est en train de baisser de 6, 7, 8% par an. La seconde constante, c'est que notre consommation énergétique continue d'augmenter. Elle augmente grosso modo 2-3%, qui est en fait en lien avec les prévisions de croissance économique. Mais si je compare au monde, il y a un facteur qu'on appelle l'intensité énergétique. C'est qu'on prend la consommation énergétique et on divise par le PIB. Donc c'est ce qu'on appelle l'intensité énergétique. Dans la plupart des pays du monde, l'intensité énergétique est en train de baisser, c'est-à-dire que par unité de PIB, on consomme moins d'énergie. La seule région au monde où ce n'est pas le cas, c'est la région MENA. Donc, c'est quelque chose qu'il faut considérer. 3% pour l'augmentation de consommation par rapport à 2,5% de PIB, ça fait un facteur d'élasticité d'à peu près 1,2. Dans le monde, on est à 0,7. Donc, on devrait être pratiquement à entre 1,5 et 2% d'augmentation de consommation. Donc, notre déficit énergétique continue à s'aggraver. Notre indépendance énergétique est en train de se détériorer. On était à 40 et quelques pourcents. Là, on est en dessous, pour la première fois, des 40% au point de vue indépendance énergétique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'investissement, l'investissement, l'investissement. Et heureusement que Univers News nous a réunis aujourd'hui pour parler de ce facteur très, très important. Maintenant, si on veut regarder les perspectives pour la Tunisie, aujourd'hui, j'applaudis le développement des énergies renouvelables et on a vu les chiffres qui ont été présentés avant de l'augmentation des investissements dans le solaire, etc. Donc, je pense que c'est une excellente direction. Un point d'interrogation sur le pourcentage des énergies vertes par rapport au total. Je pense que peut-être que d'ici 2030, on sera à 20% de l'électricité produite sera à partir d'électricité verte. 20%. Par rapport au total, c'est beaucoup moins puisque on utilise beaucoup de pétrole, on utilise beaucoup de gaz. Aujourd'hui, on est à 96% de notre mix énergétique qui est pétrole et gaz. Donc, si on regarde par rapport au tout, en 2030, on sera au maximum à moins de 10% de notre mix énergétique qui sera à partir d'énergie renouvelable. Donc, ça, c'est un premier facteur. Et il faut accélérer, il faut continuer à accélérer. J'habite aux Émirats et on fait des projets à 1 ou 2 gigawatts. Le dernier projet qui a été annoncé à 8 gigawatts, avec pratiquement 2 gigawatts en continu 24 heures sur 24. Donc ça, c'est quelque chose. Et je suis très, très content qu'en Tunisie, on ait eu des prix extrêmement compétitifs
au point de vue prix au kilowattheure. Donc ça fait plaisir, puisque la Tunisie est un pays attractif. Je veux quand même faire un caveat par rapport à l'hydrogène vert. L'hydrogène vert n'est pas la solution pour la Tunisie, c'est mon opinion. À titre d'information, il y a différents types d'hydrogène. Il y a l'hydrogène gris qui est carboné, l'hydrogène bleu qui vient du gaz et l'hydrogène vert qui vient du renouvelable. Aujourd'hui, par kilo d'hydrogène, l'hydrogène gris est à peu près à 1 $ ou 1 € le kilo. L'hydrogène bleu, qui est à partir de gaz, est à 1,5 $ et l'hydrogène vert est à entre 6 et 10 $. C'est 4 à 7 fois plus cher que l'hydrogène. Et aujourd'hui, je ne vois pas de marché en Europe, je suis désolé pour nos... et qui absorbera de l'hydrogène à 5 ou 6 fois. Parce qu'un industriel, il a aussi des impératifs de compétitivité. Il ne va pas acheter un produit parce qu'il est plus vert. Il préférera payer une taxe carbone plutôt que d'acheter du... Donc, je pense que notre priorité en Tunisie doit être les renouvelables et développer ça le plus vite possible. Penser à utiliser une partie des renouvelables pour l'hydrogène vert, je pense que... Je vais utiliser un proverbe en arabe. Donc, on va se servir en premier, en Tunisie, avec des énergies renouvelables, parce qu'on est très en retard. Et donc, il faut qu'on développe ces énergies renouvelables. D'abord pour nous, je suis aussi très content qu'il y ait une interconnexion avec l'Italie, puisque ça va permettre de faire ce qu'on appelle en anglais du peak shaving, c'est-à-dire que ça va permettre d'avoir une puissance de base qui est plus faible, même par rapport au pic de l'été. Par contre, les 600 MW qui sont prévus pour la ELMED, l'interconnexion ELMED, ne sont pas suffisants. Il faut être ambitieux. Je pense qu'il faut considérer pratiquement le double. Si vous faites une ligne qui va relier le Cap Bon à la Sicile, vu les travaux d'infrastructure, etc., le delta qu'il faut pour passer de 600 millions à 1,2 gigawatts n'est pas très élevé. Donc, on peut le faire aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut augmenter ça. Troisième point, c'est la partie énergie fossile. Il faut aujourd'hui, si on a des ressources, pourquoi ne pas les exploiter, bien sûr, de façon propre, et réencourager l'investissement dans les énergies fossiles est conseillé. Et quatrième chose, c'est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, ce n'est pas seulement au niveau des bâtiments, c'est au niveau du transport. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de politique de transport en Tunisie, de transport public. On est très, très en retard. Et si on veut améliorer notre efficacité énergétique, il faut pouvoir avoir une vraie politique du transport, il faut avoir une vraie politique de l'eau, puisqu'on va avoir de plus en plus besoin d'énergie pour désaliniser l'eau. Et donc tout ça va demander un effort de réflexion. Et je voudrais saluer donc, nos collègues de l'ITES donc, qui ont cette vision globale et avoir cette réflexion non seulement au ministère de l'Énergie, mais au niveau de tous les secteurs d'utilisation de l'énergie, que ce soit transport, que ce soit infrastructure, agriculture, etc., pour avoir une vraie politique de l'énergie en Tunisie. Et cette politique ne se fait pas pour 5 ans, elle ne se fait pas pour 10 ans, elle se fait pour 25-30 ans. Et donc ça, c'est ma principale recommandation. Il faut travailler tous ensemble et faire intervenir tous les intervenants dans ce dialogue pour avoir une vraie politique de l'énergie. Merci beaucoup.